La Côte d'Ivoire entre dans une campagne électorale décisive. Le président sortant Alassane Ouattara du RHDP sollicite un nouveau mandat pour poursuivre la transformation économique du pays. Face à lui, Aoui Melo, Jean-Louis Billon, Simone Gbagbo et Henriette Lagou proposent des visions opposées, souveraineté, préférence nationale, réconciliation et justice sociale. Sur le terrain, la mobilisation est inégale, mais la tension politique monte. Entre promesses, stratégies et souvenirs d'élections passées, le pays retient son souffle. Ce qu'il faut interroger, c'est la logique interne qui structure les mentalités. Parce que les électeurs, ce qui structure leur mentalité, c'est ça qui définit leur capacité de citoyen. C'est la compétence. On peut faire campagne avec des masses, mais si la compétence n'y est pas, on va refaire les mêmes erreurs. Tout à l'heure, M. Bamba disait qu'on ne va pas refaire l'histoire, mais en même temps, ce sont les discriminations, c'est la polarisation le problème. Quand on parle des élections, tout à l'heure, quand on évoque le cas de certains, par exemple, qui sont sortis, qui sont rentrés dans la partie politique, dans les illégalismes, c'est la crise de la citoyenneté. C'est pourquoi je dis qu'il y a une certaine expérience de la citoyenneté dans cette élection qu'il faut analyser. Pour que le citoyen comprenne les programmes, les discours politiques, il faut qu'il y ait une certaine compétence. C'est tout cela l'enjeu de la réforme de l'éducation, de la transformation structurelle de notre système éducatif pour permettre aux uns et aux autres de développer des compétences pour comprendre le jeu politique, pour pouvoir échapper à la démagogie, à la propagande politique. Parce que dans ces élections, ce qui, moi, m'importe, par exemple, c'est au-delà des discours, d'identifier ce qui relève de la propagande, ce qui relève de la démagogie, parce que le citoyen éclairé, il doit avoir une certaine lucidité. Est-ce que vous avez pu faire la part des choses? Est-ce que vous avez pu identifier moi, j'écoute bien les discours. Mais ça, c'est un autre débat. J'écoute bien les discours. Je regarde les propositions qui sont faites. Je dis, tout le monde n'a pas cette compétence-là de pouvoir comprendre que ce qu'on attend de nos candidats, ce n'est pas de nous ressasser ce qui a été déjà fait, c'est de nous proposer, au-delà de ce qui a été fait, ce qui doit être fait. Est-ce que vous avez lu les projets de programme des candidats? Parce que quand vous dites ce qui doit être fait, moi j'ai lu les 5 projets et il y a des propositions qui sont faites. Ils ont leur vision de la Côte d'Ivoire. Par exemple, tout à l'heure, Jean-Louis Billon va décliner sa vision pour la Côte d'Ivoire, ses rêves, ce qu'il va réaliser. Donc, il y a des propositions. Quand ils sont sur le terrain, ces candidats-là, ils disent « Votez pour moi parce que voici ce que je vais faire, voici ce que je décris et voici ce que je vais faire. » Et c'est là que vous verrez que ce que je dis, c'est important parce que là, on va présenter les programmes, on va présenter les stratégies, on va présenter les objectifs opérationnels, mais les indicateurs de performance, les éléments techniques qui vont permettre aux citoyens de savoir que cette promesse, une telle promesse, est une promesse qui est réalisable, ou une telle promesse est une promesse de campagne, c'est là la difficulté. Et c'est là qui fait que la majorité, on échoue, parce que très peu ces éléments-là sont donnés. Ok, d'accord. Rapidement, Sylvain Debailly, ensuite, je reviens à vous, Bamba Alex. Tout à l'heure... il nous reste un peu plus de... Oui, tout à l'heure, on a parlé de contenu, des programmes, mais à ce niveau-là, je pense qu'il y a ce que les candidats imposent à la masse et il y a ce que la société civile et toutes les composantes du peuple devraient imposer aux Ivoiriens. Tout à l'heure, là, je rejoins Alafé qui dit qu'il y a certains sujets importants qui sont occultés. Je crois que justement, c'est cela. Et c'est peut-être fait à volonté pour masquer certaines carences, pour occulter certains sujets importants, parce qu'effectivement, quand nous avons été dans cette guéguerre avec la CEI, je pense qu'à l'occasion de cette campagne, le mouvement était bon, bien choisi, pour que chaque candidat puisse nous proposer ce que devrait être la CEI de demain. Parce qu'on a une CEI beaucoup confligène. Que faire pour avoir une CEI qui soit à la hauteur des défis futurs? Il y a donc ça. Donc ça, au moins, c'est soit la presse ou bien la société civile qui devait imposer ce débat. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas parce que je me dis que l'élection aurait été plus inclusive,
qu'on aurait peut-être vu autre chose. C'est pour cela que dans un pays, il est bon de faire la régulation, en tout cas de ceux qui doivent nous diriger, par le peuple que par la volonté de quelqu'un. C'est-à-dire que c'est le peuple souverain qui doit choisir ses dirigeants, simplement, et non que quelqu'un impose sa vision ou bien choisisse des candidats qui doivent aller à une compétition. Parce que c'est ce que nous avons, en tout cas c'est l'impression que moi j'ai. Deuxième chose que je voudrais relever, je crois qu'au regard de ce qui nous est donné, je pense que tout à l'heure nous avons dit qu'il y a un seul candidat, un candidat qui émerge, en fait, du point de vue de la mobilisation, du point de vue de la logistique qu'il déploie. Mais cela va nous amener, plus tard peut-être, à légiférer sur certains aspects de la campagne. Pourquoi en Côte d'Ivoire, on ne limiterait pas, par exemple, les budgets de campagne pour que tous soient sur le même pied d'égalité? Pourquoi en Côte d'Ivoire, le soutien que l'État apporte aux autres candidats qui vont donc concourir pour avoir des suffrages, pourquoi le soutien que l'État doit leur apporter ne devrait pas être codifié? Il faut le codifier parce que, par le passé, bon, du bon vouloir du président de la République, par exemple, il peut dire, ben, j'apporte 100 millions à chaque candidat. Ça, c'est son bon vouloir. Mais si c'est codifié, chaque candidat va avoir les moyens pour faire campagne. C'est vrai qu'il cherchera ses propres moyens, mais il faut que c'est au nom de l'État, c'est pour gérer la Côte d'Ivoire, c'est pour l'intérêt général qu'il va concourir. Donc, il faut que cet État-là puisse lui apporter les moyens. Aujourd'hui, on a des candidats qui ne peuvent même pas faire un cortège, qui ne peuvent même pas organiser un rodéo en ville. Pour vous, parce que c'est une question financière? Je crois que c'est bien dommage. C'est une question financière selon vous? Oui, il y a sûrement une question financière, parce qu'une campagne électorale, ça coûte cher. Aujourd'hui, le RHDP qui est au pouvoir, on ne sait pas quelle est la limite entre les ressources de l'État et les ressources propres du RHDP qu'il engage dans cette campagne. Donc, on voit toute cette armada et puis bon, on est heureux. Moi, je pense qu'on devrait être gêné. Si on regarde bien, on devrait être gêné parce que je ne peux pas être seul sur le terrain, avoir tous les moyens et puis les autres n'ont rien. Et puis bon, on va à une compétition. Okay. Je ne sais pas où est l'équité. D'accord. Messieurs, je veux rappeler, il nous reste 8 minutes pour refermer ce thème. Je vous ai vu prendre des notes tous, donc on va essayer de distribuer ces 8 minutes au combat, Alex. Mais vraiment très court pour permettre aux autres de s'exprimer. Tout simplement. Ensuite, à la fin, qu'il y ait Patrick de Sousa. Je voudrais tout simplement relever ce que Sylvain a dit avec le sourire que j'esquisse. En 2010, l'armada, si ça n'est une armada, que les gens prétendent regarder parce qu'autour du président Ouattara, il y a un tel fourmillement de conviction, est pratiquement la même armada de 2010. Regardez dans l'histoire, vous y verrez les mêmes images, les mêmes avions privés, les mêmes hélicoptères privés et le même personnel politique. Rien n'a changé pour vous? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. C'est à cela que... Non, j'en arrive, Sylvain. Okay. Sylvain. Il faut que tous les candidats aient les mêmes moyens. Laissez-le terminer. Nulle part dans le monde... Déjà qu'on n'a pas suffisamment de temps. Les candidats ont eu les mêmes moyens. Nulle part. Même aux États-Unis. Donc, limiter le budget de campagne non, mais attends, tu n'as pas la preuve matérielle que le budget de campagne dont tu parles apporter la plénitude de la preuve que ce que tu dis est la vérité. 2 minutes pour terminer. S'il vous plaît. Ça devrait être codifié. S'il vous plaît. D'accord, on a noté cette proposition. Oui, on a noté. Laissez-le terminer. Bon, allez, je vais vous donner 2 minutes, mais vraiment 2 minutes. Il n'y a pas de sujet, non. C'est Sylvain qui... Allez, Sylvain, merci de ne pas le perturber dans sa prise de parole. Que cela soit su. Ouattara a toujours eu ce même monde. C'est un attachement viscéral et sentimental que rien ne justifie. Sauf peut-être des incantations divinatoires. Ça, c'est lié à sa personnalité intrinsèque. Personne ne peut me démontrer le contraire ici dans ce pays. Ce sont les mêmes foules, depuis hier à aujourd'hui. C'est le même engouement, c'est le même personnel politique, ce sont les mêmes archétypes. Bref, alors, j'en reviens à mon jeune frère qui tout à l'heure parlait d'un certain nombre de sujets importants qui ne sont peut-être pas encore évoqués. Moi, je pense qu'il y a un dress code, si on peut s'exprimer, dans un pays où, pendant longtemps, les jeunes gens ont été imbibés à la source d'une politique depuis quasiment 25 années. Vous faites,
Bédié, Gueye, Gbagbo, Ouattara. Peut-être sans doute apparaît-il aux yeux de beaucoup de gens que Ouattara, il est au pouvoir depuis trop longtemps déjà. C'est tout. Parce que Bédié a gouverné de 1993 à 1999. Gbagbo de 2000 en 2010. Il y a eu l'intermède de Gueye. Et puis il y a Ouattara. Lorsqu'il arrive, mais il a une politique, il y a une histoire, une relation affective avec certains segments de la société. Et on ne pourra pas faire l'histoire ce soir, malheureusement. On ne pourra pas faire cette histoire-là. Je vais donner la parole à Alafé Ouakili. Alafé. Mais il faut dire qu'une campagne, il faut estimer, elle peut coûter combien? C'est peut-être entre 500 millions et 25 milliards. Maintenant, quel est le bon montant? Je pense que la réflexion peut être lancée. Nous tous, on est d'accord. Comment faire en sorte que les candidats soient sur un qui a souvent dit qu'il faut légiférer, mettre la clarté. Et c'est une préoccupation qui n'est pas nouvelle. Avant le pouvoir actuel, d'autres ont été au pouvoir. Ils n'ont pas légiféré. Peut-être c'est le moment de son... D'autres ont été au pouvoir, ils ont profité des avantages du pouvoir. Depuis le président Houphouët-Boigny, qui disait on ne regarde pas dans la bouche de celui qui grille l'arachide. C'était une autre forme. Il y a eu des expressions comme ça, la terre appartient à celui. Bon, après, on a changé. On a mis des normes nouvelles de gestion, mais la Côte d'Ivoire a été construite sur ça. Il faut changer. Donc, on est d'accord pour la transparence. Pour être maire, on ne doit pas dépenser plus de 25 millions. Pour être député, on ne doit pas dépenser plus de 50 millions. Pour un candidat à l'élection présidentielle, on contrôle. Même si tu es élu, si tu as dépensé plus de 10 milliards, tu es invalidé, le Conseil constitutionnel doit être indépendant, intègre. Il faut mettre des règles de la démocratie. On doit y arriver, je ne sais pas à partir de quand. Je pense qu'on peut mener là aujourd'hui la réflexion en rappelant qu'en 2010, le RHDP n'était pas au pouvoir, ni le PIC, ni le RDR, et le camp Gbagbo était au pouvoir avec les mêmes moyens, mais apparemment, ça n'a pas suffi face à l'opposition qui n'avait pas les moyens de l'État. Cela signifie que l'alternance reste possible. Au Ghana, l'opposition n'avait peut-être pas les moyens du pouvoir. Dans d'autres pays, au Bénin, Talon, cet homme d'affaires riche, mais lui qui était au pouvoir à l'époque a perdu. Donc, il ne faut pas désespérer de la capacité des peuples et de la capacité des partis politiques à mobiliser les ressources, même quand ils ne sont pas à la tête de l'État. Voilà. D'accord, c'est Patrick de Souza. Je voudrais faire des précisions, peut-être c'est une analyse qu'on va faire sur pourquoi est-ce qu'on dit qu'il y a vraiment une sorte d'imposition du RHDP dans cette campagne. C'est peut-être parce que ceux qui sont en face n'ont pas eu le temps de se préparer comme il faut. Souvenez-vous que Don Melo, c'est carrément à moins de 3 mois qu'il a annoncé qu'il serait candidat. Il ne va pas avec une machine, il ne va pas avec un parti politique. Jean-Louis Billon, c'est vrai que depuis longtemps, il dit qu'il s'est préparé. Mais je vais dire, il a pris près de 6-7 mois de l'année à débattre sur la question de est-ce qu'il sera candidat du PDCI ou pas. Et aujourd'hui, il va sans vraiment une machine politique. Sans l'appareil du parti. Sans l'appareil du PDCI. On a Simon Névé Gbagbo, bon, son parti vient de naître. Bon, je vais dire que, voilà, face à cela, il y a le RHDP qui est véritablement implanté et qui a des lieutenants. Quand on a quelqu'un comme Pierre Sangafoa à Korogo, qui entretient la base militante pendant combien d'années, qui arrive à rassembler près de 2000 secrétaires des sections à qui il parle ouvertement, quand on a peut-être Dao Paulin qui entretient 2000 veuves à Tekoubé. Mais on ne va pas s'étonner que quand il veut sonner la mobilisation, ces derniers la viennent. Mais face à cela, qui est autour de Jean-Louis Billon, qui est autour de Don Melo? Ce sont des Ivoiriens, des volontaires qui travaillent effectivement toutes les fois qu'il y a des mobilisations. Les gens viennent comme ils peuvent venir, mais après, c'est tout ce qui fait la différence. C'est pourquoi, à l'entame de mon propos, j'ai dit, j'avais quand même un pincement au cœur que je ne voyais pas le PDCI, puisque c'est une question de machine politique, c'est une élection présidentielle. C'est pas une élection locale où on va dire, bon, c'est une petite... Non, présidentielle, c'est toute la Côte d'Ivoire, avoir la capacité dans le maillage d'être représenté dans chaque village et hameau. Et la seule chose qui peut te permettre d'avoir cela, c'est un parti politique implanté. Et ils n'ont pas ces appareils-là. C'est ce qui vient justifier d'ailleurs qu'ils n'ont pas la capacité peut-être de remplir le stade Félix Houphouët-Boigny. À un meeting, là, on a vu, il y a 2 meetings, jeunesse et femmes, au stade Félix Houphouët-Boigny. Ils n'ont pas la capacité peut-être d'aller à Gagnoa, de remplir le stade Victor Biaka-Boda. Ils sont des partis qui existent. Et il faut noter aussi qu'à Gagnoa, le maire, il est RHDP. Quand tu arrives à Korogo,
le maire député RHDP, quand tu arrives à... Je suis bien obligé de reprendre la parole. Ils ont fait, c'est vraiment ça qui justifie. Vous donnez les 2 dernières petites minutes à Dr Kwasi. Merci bien. Je voudrais donc commencer par la chute de Souza. Voyez-vous, ce sur quoi je veux insister, c'est que c'est cette conviction qu'on a que le parti au pouvoir voilà, la majorité. Souvent, quand vous écoutez les discours politiques, il y a des menaces. Si vous votez, si vous ne votez pas, on gagne. Si on gagne, vous n'en avez rien. C'est pourquoi je dis, aussi longtemps que les citoyens ne développeront pas cette compétence politique pour pouvoir faire savoir à l'homme politique que ce n'est pas l'individu, ce n'est pas parti, mais c'est le projet de société. C'est ce qui engage la responsabilité collective, l'avenir qu'il faut voter. On va toujours se leurrer dans cette masse populaire-là et puis on va faire de l'impolitique. Aujourd'hui, le parti au pouvoir à la majorité, quand on rappelle l'histoire 2010, mais ce n'est pas parce que hier, ça n'a pas été bien fait qu'aujourd'hui, il faut faire de même. D'accord. Ce que je veux signaler, signifier, c'est qu'il faut insister pour que les citoyens ivoiriens aient cette compétence.